Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire avec à la une. Demain, le monde entier qui célèbre la journée du travail. Un 1er mai au Mali sans tambour ni trompette, décision des centrales syndicales du pays. La raison, la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Un contexte qui doit amener chaque Malien à plus de sacrifices en vue d'une sortie de crise selon les responsables des centrales syndicales que vous allez entendre. De son côté, la ministre en charge du travail a livré un message en rassurant que le gouvernement tiendra tous ses engagements vis-à-vis des partenaires sociaux. Nous l'entendrons dès le début de cette édition. L'actualité sur la scène internationale au Sénégal. Le président Macky Sall appelle l'opposition au dialogue face à la situation politique aujourd'hui tendue dans le pays. Au Soudan, les opérations d'évacuation des civils se poursuivent alors que les combats entre l'armée et les paramilitaires sont entrés dans leur 3e semaine. Aux États-Unis, le président Joe Biden se moque de son âge lors du dîner traditionnel des correspondants. Des dossiers à suivre dans cette édition. Les sports, dans une vingtaine de minutes, ce sera avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Le football et l'escrime sont au menu de la page sport en football. L'événement, c'est bien sûr la CAN de moins de 17 ans qui se joue en Algérie. Le Mali fera sa première sortie ce lundi 1er mai. Ensuite, nous parlerons de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne d'escrime. À ne pas manquer donc les sports avec Famourou Djourté. Focus Santé nous amène à la découverte du centre de dialyse de la polyclinique des Les Orangers. Rendez-vous en fin de journal avec Baraki Sawatara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le Mali, à l'instar des autres pays, commémore demain 1er mai la journée internationale du travail. Une journée placée cette année sous le signe de la paix et de la cohésion sociale au regard de la situation socio-sécuritaire dans le pays. Dans son traditionnel message, la ministre en charge du travail rassure que le gouvernement tiendra tous ses engagements vis-à-vis des partenaires sociaux et privilégiera le dialogue comme moyen de résolution des crises. Je vous propose d'écouter Jawara Awapoul Diallo au micro de Sokona Kamisoko. Cette fête, en plus de la commémoration du souvenir des travailleurs tombés le 1er mai 1886 aux États-Unis et ailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de travail, est l'occasion pour les travailleurs et les travailleuses de jeter un regard sur les progrès accomplis en matière de droit au travail, mais aussi d'explorer les perspectives pour l'avenir. Mesdames et messieurs, les travailleuses et les travailleurs, ainsi que leurs organisations représentatives, ont toujours joué un rôle déterminant dans le processus de développement politique, économique et social de notre pays. Les partenaires sociaux, patronats et syndicats sont des acteurs clés dans la lutte contre la pauvreté par la promotion des droits fondamentaux au travail à travers la promotion d'emplois et de revenus décents, la valorisation des ressources humaines, l'amélioration constante des conditions de vie et de travail. Chères travailleuses et chers travailleurs du Mali, une amélioration des conditions de vie et de travail ne peut se faire que dans un climat social apaisé. C'est ainsi que le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre des protocoles d'accord conclus le 28 octobre 2014, 29 janvier 2019 et 5 février 2021 avec l'UNTM, le 27 juillet 2021 avec la CSCM, le 29 décembre 2021 avec la CDTM, ainsi que les accords avec d'autres syndicats autonomes et sectoriels. Mes chers compatriotes, la commémoration de cette journée du 1er mai 2023 est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale en cette période difficile que traverse notre pays. Dans ce cadre, le gouvernement a toujours fait du dialogue social son credo, un défi permanent et une nécessité évidente afin d'aboutir à un développement durable. En effet, le dialogue social constitue un moyen de réalisation du progrès économique à travers la consultation et l'adhésion aux politiques sociales, toutes choses qui concourent à la consolidation de la paix sociale. Jawara Awapoul Diallo, ministre en charge du travail, donc lors
de son message traditionnel à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée demain 1er mai un peu partout à travers le monde. Pas de défilé ni d'uniforme cette année pour le 1er mai au Mali. Les 4 centrales syndicales du Mali marqueront toutefois l'événement par des conférences débats sur différents thèmes en rapport avec l'historique de la date et les conditions socio-professionnelles des travailleurs. Cette façon de fêter est surtout motivée par la situation sociopolitique de notre pays qui, selon les responsables des centrales syndicales, doit amener chaque Malien à plus de sacrifices en vue d'une sortie de crise. Suivez plutôt ce reportage de Modibo Mariko qui a fait le tour des 4 centrales à la veille du 1er mai. Le 1er mai ou la date historique d'un sacrifice qui n'aura pas été vain. Le sacrifice des 200 000 travailleurs américains en 1884 et qui nous vaut aujourd'hui d'avoir 8 heures de travail journalier notamment. Le monde entier commémore cet anniversaire et au Mali cette année, les différentes centrales syndicales entendent respecter la tradition. Issa Bengali, secrétaire administratif de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Le contexte socio-politique et puis surtout sécuritaire. Et ce n'est pas le moment aussi qu'il faut faire des défilés parce qu'il faut que nous soyons tous vigilants. Nous, en tant que responsables, sachant déjà que c'est nos travailleurs qui sont aux confins du pays et qui sont confrontés à ces difficultés, il ne sera pas bien de faire un défilé, du moins que certaines personnes sont en train de souffrir. Il y aura des activités, il y a des activités qui sont prévues. Il y a déjà une conférence de presse qui est prévue. Et cette conférence de presse aussi est accompagnée aussi d'une thématique aussi qui serait développée pour le travail, sécurité en milieu du travail. Amadoun Amio Guindo, secrétaire régional de la CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Nous essayons d'organiser une conférence sur un certain nombre de thèmes d'actualité, comme la protection sociale, comme le harcèlement dans le monde du travail. Et surtout, comment amener les travailleuses et les travailleurs du Mali à s'approprier la nouvelle constitution. Djibril Diallo, chargé de communication à la CMT, Confédération malienne du travail. Une conférence de sensibilisation sur le devoir syndical. Une conférence pour mettre le doigt sur les différents problèmes qui sont aujourd'hui en train de miner le monde syndical. Madame Sempara Assita Keita, première vice-secrétaire régionale de la CDTM, Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Le 1er mai, on le met dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale, compte tenu du contexte social même du pays. Il y aura une conférence débat, Inch'Allah, le 1er mai de la CDTM. Une commémoration à minima, situation sociopolitique du pays oblige, une façon pour les 4 centrales de s'inscrire dans la dynamique des orientations politiques prises par notre pays, mais aussi de participer à la réussite de la transition. Amadoun Amio Guindo, secrétaire régional de la CSTM. Retrouver sa souveraineté nationale, et je dis quelque part c'est un combat dur que nous devons ensemble mener. Il est normal qu'un responsable, travailleuses et travailleurs, prennent conscience davantage de la situation actuelle et que par rapport à ça, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour construire un nouveau Mali. Issa Bengali, secrétaire administratif de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Face à cette crise, je pense que tout le monde est interpellé. Et là également, il faudra aussi que ceux-là même qui sont là, qui veulent nous aider, qui jouent aussi le franc jeu. Madame Sempara Assita Keita, première vice-secrétaire régionale de la CDTM. Quand on parle de trêve, nous on dirait que la CDTM n'a jamais déposé un préavis de grève. Donc c'est pour dire qu'on est en phase avec les réalités du pays. Il y a des moments à toutes choses. Quand ça ne va pas dans le pays, il n'y a plus de syndicats, il n'y a rien d'autre. On doit se mettre ensemble, se donner la main et faire tout pour que ça aille. En ce moment, après, les revendications et les doléances pourront venir. Djibril Diallo, chargé de communication à la CMT, Confédération malienne du travail. Nous sommes dans l'apaisement. Le syndicalisme dans un pays à pouvoir d'exception est un syndicalisme qui a ses limites, est un syndicalisme qui devrait avoir plus de responsabilités, qui devrait avoir dans son devoir beaucoup plus la construction nationale. C'est un anniversaire qui aura donc le mérite cette année de rassembler travailleurs, patrons et pouvoirs publics. Une union sacrée autour d'un nombre de défis qui, espère-t-on, seront pour très bientôt de mauvais souvenirs. La crise économique, la pauvreté et le manque de perspectives pour certains jeunes dans les villages ont accentué l'exode rural. Les jeunes, notamment les filles, viennent chercher du travail dans les villes. Les employeurs ne se font pas prier pour engager ces travailleurs considérés bon marché. Les aides ménagères se lèvent très tôt et se couchent très tard. À l'occasion donc de la Journée internationale des travailleurs, nous nous sommes intéressés à leur profession et ce qu'elles en gagnent. Awa Adama Koulibaly. Il est 9h à Korofina Nord, en commune 1, quand nous retrouvons Sanata sur la route du marché. Cela fait déjà 4 heures de temps que l'aide ménagère est debout.
Elle enchaîne ses tâches journalières au compte d'un jardin d'enfants où elle est employée depuis 2 ans. Sanata Traoré, aide ménagère. À mon réveil, je me prépare pour aller sur mon lieu de travail qui est le jardin d'enfants. Je suis chargée de préparer les repas pour les enfants puisqu'ils passent la journée ici. Quand j'arrive le matin, je me rends au marché pour l'achat des condiments. Je viens alors préparer le déjeuner. Dès que je finis mes travaux au jardin, je rentre faire le travail qui me reste à la maison. À des kilomètres plus loin, en commune 5 du district, Awa, Malo et Sorafé sont à la tâche. La famille Sangaré les emploie toutes à cause du besoin. Sorofé Sangaré, aide ménagère. Quand je me réveille le matin, je me rends au marché avec ma patronne du jour. À notre retour, nous cuisinions. Après cela, j'aide mes collègues dans les autres tâches. Assiton Chiro, enseignante. Nous avons 3 aides ménagères. Il y a une qui s'occupe d'entretenir la cour, la maison, et les chambres. Il y a une qui aide celle qui doit préparer. Il y a une autre qui s'occupe de la lessive. Natives de différentes zones rurales, elles sont nombreuses à venir dans les grandes villes à la recherche de pécule. Sanata Traoré, aide ménagère. Je suis venue de Tchéré, située dans la région de Kouchala, pour travailler et aider ma famille. Sorofin Sangaré, aide ménagère. Je viens de Fengolong Ganadougou. Je suis venue chercher de l'argent pour aider ma mère. Appelée Baradé, Bonne 52, domestique ou encore aide ménagère, ces jeunes filles sont recrutées de différentes manières. Assiton Chiro, enseignante. Ce sont les parents de mon mari. C'est pourquoi elles viennent directement chez moi. Je donne d'autres à mes collègues ou bien aux amis. Leila Djara, promotrice de jardin d'enfants. Souvent, on m'envoie des bonnes de mon village, les ONG. J'avais l'habitude d'en prendre avec eux. Mais souvent, les aides ménagères des ONG, ils ne travaillent pas les dimanches. C'est les jours du mariage à Bamako. Moi, ça ne m'arrange pas. L'obtention d'un temps de repos pour les aides ménagères fait partie des objectifs du projet de lutte du groupe de recherche Action Droits de l'Enfant Mali. Oumar Djakité, chef projet aide ménagère GRADEM. À travers la convention 189, quand on parle du travail d'INSA, il faut qu'au préalable d'abord, ces filles-là participent à leur embauche, participer à la fixation de leur salaire. Partant de la fixation de leur salaire maintenant, ils vont parler maintenant du temps de repos. Toute jeune fille aide ménagère a droit à un temps de repos hebdomadaire et un repos chaque dimanche pour aller rendre visite à ses parents. Leur horaire de travail varie entre 14 et 18 heures par jour, certaines encore plus, pour un salaire mensuel de moins de 20 000 francs CFA. Sanata Traoré, aide ménagère. Je gagne 15 000 francs par mois. Assiton Chiro, enseignante. On prend d'autres à 15 000, d'autres sont là à 12 500. 10 000, c'est le plus bas. Ces sommes ne correspondent pas au salaire minimum interprofessionnel de croissance SMIC du Mali. Cela s'explique par la particularité du secteur d'activité des aides à domicile. Ouday Ak Mohamed, directeur régional du travail du district de Bamako. Le SMIC a évolué en 2015, passé de 35 000 francs à 40 000 francs. Mais ici, les aides ménagères évoluent un peu dans le secteur informel. Et les pouvoirs publics ne sont pas très regardants vis-à-vis du secteur informel. On laisse donc libre cours aux engagements entre les parties. En cas maintenant de conflit ou de différend de travail entre une aide ménagère et son employé, si elle vient ici à l'inspection, on va demander à l'employeur dans ces cas de respecter les SMIC. Il y a certains employeurs qui les traitent bien parce que même si elles ne perçoivent pas les SMIC, elles sont généralement nourries, logées, blanchies et même traitées quand elles sont malades. Donc elles ne sont pas du tout lésées dans cette situation. Entre appliquer la loi et conclure par convenance le travail de gouvernante, il y a une grande différence compte tenu des avantages de l'un sur l'autre. Néanmoins, leur droit aux bonnes conditions de travail doit être respecté au même titre que les autres employés. Actualité hors d'une frontière. À présent au Sénégal, le président Macky Sall appelle l'opposition au dialogue face à la situation politique aujourd'hui tendue dans le pays. Un appel lancé lors de la fête de l'Aïd el-Fitr, mais qui n'est pas du goût de tout le monde.
Certains y voient une manœuvre politicienne, d'autres posent une condition, celle de sa non-candidature à la prochaine élection présidentielle. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors dans cet appel au dialogue, la bonne foi de Macky Sall est-elle remise en cause par l'opposition? En tout cas, beaucoup ne sont pas convaincus de la sincérité de cet appel au dialogue du président Macky Sall. Dialoguer pour se comprendre pour construire ensemble le Sénégal, ainsi peut-on schématiser l'initiative présidentielle. Mais la main tendue de Macky Sall n'est pas prise par toute l'opposition. L'ancienne première ministre Aminata Touré y voit une manœuvre politicienne pour diviser l'opposition. Taksaou, le parti de l'opposant et ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, pose une condition à ce dialogue, à savoir que le président Macky Sall annonce qu'il ne briguera pas un troisième mandat. De son côté, le pasteur Ousmane Sonko dénonce de nombreuses arrestations dans ses rangs. Le PDS, parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, rappelle que le dialogue est une vieille tradition sénégalaise. Il espère que ce dialogue débouche sur l'organisation en 2024 d'une élection présidentielle libre, ouverte, inclusive et transparente. Pour y parvenir, le PDS demande un audit contradictoire du fichier électoral sous la supervision des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Union africaine. On se rappelle, Ibrahima Traoré, le président Macky Sall avait lancé cet appel au dialogue aux forces politiques du pays lors de la fête de l'Aïd el-Fitr il y a moins de 10 jours. Un appel qui intervient dans un contexte politique national extrêmement tendu et à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue au mois de février 2024. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces précisions. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo célèbre la fête des libertés à Bouaké ce week-end, l'occasion pour cette leader politique de jauger ses capacités ou les capacités de mobilisation de son parti créé, rappelez-vous, en août 2020 dans la deuxième ville du pays. Les attaques djihadistes au nord du Togo ont tué 140 personnes, c'est ce qu'a révélé le président togolais dans une interview jeudi dernier. Faure Gnassingbé s'est exprimé dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance de son pays. Il accuse l'État islamique et le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans d'avoir déclaré la guerre à son pays. Au Soudan, les opérations d'évacuation de civils se poursuivent alors que les combats entre l'armée et les paramilitaires sont entrés dans leur troisième semaine. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Près de 5000 personnes, dont des Maliens, dont également une très large majorité de ressortissants étrangers, ont été évacués par l'Arabie Saoudite depuis la semaine dernière. Si la trêve n'arrête pas les combats, elle permet au couloir d'évacuation de rester ouvert. Un convoi organisé par les États-Unis a ainsi permis l'évacuation des ressortissants américains et d'autres pays vers Port-Soudan-Est. Parti de là, un nouveau bateau transportant environ 1900 évacués est arrivé en Arabie Saoudite. Au total, 5000 personnes ont été accueillies par Riyad. En collaboration avec les autorités égyptiennes et comoriennes, l'Arabie Saoudite a également participé à une opération complexe de rapatriement de 243 étudiants comoriens bloqués à l'Université africaine de Khartoum. Nous espérons que les enfants seront accueillis dans les heures qui viennent. Mais nous avons aussi rassemblé les enfants de l'océan Indien, ceux des Comores et de Mayotte, évidemment. On a aussi 4 malgaches, a déclaré Douaïl Doul Kaban, ministre comorien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse vendredi dernier. Les autorités comoriennes demandent à leurs ressortissants de revenir à Moroni avant de repartir s'ils le désirent et non de rester en Arabie Saoudite. Je précise qu'une cinquantaine de Maliens sont arrivés à Bamako. D'autres vagues sont attendues dans les prochains jours selon les autorités de la transition. Alors Nouhoum Sissoko, au-delà de ces évacuations, le royaume saoudien entend aussi être un acteur majeur dans la résolution de ce conflit. Parallèlement à ces opérations d'évacuation, Riyad travaille aussi à un cessez-le-feu permanent et au dialogue politique avec le résultat final espéré d'un gouvernement civil au Soudan. C'est en tout cas ce qu'a affirmé cette semaine l'ambassadeur saoudien au Royaume-Uni, Ibrahima Traoré. Cette communication stratégique n'est pas sans rappeler celle du Qatar il y a presque 2 ans en Afghanistan. Lors de la prise du contrôle de Kaboul par les talibans, le médiateur Doha avait su tirer profit politiquement de la situation, notamment en matière de stature internationale. Merci beaucoup Nouhoum Sissoko pour toutes ces explications. En Inde, 11 personnes sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans une zone industrielle de l'État septentrional
du Pendjab, selon un responsable. 4 personnes ont été en outre hospitalisées à la suite de cet accident. Une opération de sauvetage était encore en cours dans la journée, toujours selon la même source. Quelques 4,8 millions de Paraguayens sont appelés ce dimanche à élire président, vice-président, députés, sénateurs et 17 gouverneurs provinciaux. Ils sont 13 candidats à briguer la magistrature suprême. Celui arrivé en tête au premier tour sera directement élu président. Aux États-Unis, le traditionnel dîner des correspondants de la Maison-Blanche a eu lieu hier soir à Washington, l'occasion pour Joe Biden de rendre hommage aux journalistes et de défendre le principe d'une presse libre. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors c'est une tradition respectée par le locataire de la Maison-Blanche. Que peut-on en retenir essentiellement ? Oui, Ibrahim Traoré, cette soirée annuelle qui rassemble le tout Washington politique et médiatique célèbre en théorie le premier amendement de la Constitution américaine défendant la liberté de la presse. Mais en pratique, on en retient surtout les blagues. Cette année, l'événement a fait salle comble avec 2600 invités dont Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. La présence des 2 têtes de l'exécutif renoue avec une tradition perdue depuis la présidence de Donald Trump. Habituellement placé sous le signe de l'humour, Joe Biden a tenu à commencer son discours par des questions très sérieuses. Il a d'abord évoqué le sort du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, toujours détenu en Russie, et tous les Américains détenus à l'étranger. Je vous promets que j'ai fait tout pour les ramener à la maison, a-t-il déclaré devant des centaines de journalistes. Le président américain, candidat à sa propre réélection, a également repris l'un des principaux messages de sa campagne, la défense de la démocratie. Un poison coule dans notre démocratie et jusqu'à dans les médias extrêmes. La vérité est noyée sous les mensonges et des mensonges sont présentés comme des vérités. Au cours de la soirée, l'humoriste Rod Wood a souligné l'âge de Joe Biden qui, candidat à sa réélection, pourrait rester en poste jusqu'à ses 86 ans en cas de victoire, en mentionnant les manifestations en France contre la réforme des retraites. Traitez-moi de vieux, j'appelle ça être chevronné, a répliqué le président tout en réservant une pique au magnat des médias âgé de 92 ans et propriétaire de la chaîne conservatrice Fox News. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. Et nous passons à l'actualité à Focus Santé avec Barakissa Ouattara dans quelques instants. Focus Santé. Focus Santé sur le centre de dialyse de la polyclinique Les Orangers situé à Banankoro. Il a une capacité d'accueil de 17 lits avec un équipement de dernière génération. Ce centre vient appuyer chez le gouvernement dans la prise en charge des insuffisants rénaux. Barakissa Ouattara a visité le centre. Peu connue de par sa situation géographique, la polyclinique Les Orangers située à Banankoro ouvre désormais les portes de son centre de dialyse. Doté d'un plateau technique de dernière génération, ce centre de dialyse a une capacité de 17 machines avec une salle VIP. Le centre vient ainsi aider le gouvernement dans son combat pour une meilleure prise en charge des dialysés. Amadou Beidisso, promoteur de la polyclinique Les Orangers. L'objectif de ce centre, c'est pour aider la population qui souffre d'insuffisance rénale, qui ont des problèmes de reins. Et il n'est un secret pour aucun Malien que leur prise en charge est un combat ardent que l'État mène, mais que l'État seul ne peut pas. Donc, dans le cadre du partenariat public-privé, nous allons jouer notre rôle. Nous aiderons autant que faire se peut. Et pour une meilleure qualité de l'eau de dialyse, le centre dispose de filtres de dernière génération. Amadou Beidisso, promoteur de la polyclinique Les Orangers. Qui parle de dialyse, de bonne dialyse, parle d'eau, parce que c'est l'eau qui fait l'essentiel du travail au niveau de la dialyse. Donc on a un centre de traitement d'eau de dernière génération aussi avec une grande capacité qui donne des résultats impeccables. S'agissant du coût, il est raisonnable, rassure le promoteur. Le coût, contrairement à ce qu'on peut penser, on a le même coût ou un coût moindre que ce qui se fait sur le marché de Bamako. On n'est pas du tout cher. La polyclinique, elle est d'abord sociale.
au lieu d'être mercantile. Inaugurée en 2022, la polyclinique dispose également d'une unité de gynécologie obstétricale, d'orthopédie, de neurochirurgie, d'une gamme d'imagerie. Sa vision est d'aider le gouvernement à réduire au maximum les évacuations sanitaires. Le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Du football, la CAN des moins de 17 ans se poursuit en Algérie. 3 matchs sont au programme aujourd'hui. Oui, le Sénégal joue en ce moment contre le Congo. À 16h, le Nigeria sera face à la Zambie et à 19h, le Maroc et l'Afrique du Sud s'affrontent. Les moins de 17 ans du Mali entrent en lice ce lundi 1er mai et ce sera contre le Burkina Faso. Le Mali siège dans le groupe C et disputera la CAN U17 pour la 9e fois de son histoire. Les Aiglonnais du Mali sont double vainqueurs de la CAN de moins de 17 ans. En 2015, le Mali s'est imposé 2-0 devant l'Afrique du Sud pour s'attribuer la première fois le titre de vainqueur. Ensuite, en 2017, le Ghana a courbé les chines 1-0 devant le Mali, lui donnant le privilège de remporter une deuxième fois la compétition. Les moins de 17 ans du Mali ont été troisième à 2 reprises, 99, 2001, deuxième une fois en 1997 et éliminé au premier tour 2 fois, 2005 et 2011. Le Mali, pour espérer tripler le trophée de la CAN U17, doit sortir le grand jeu devant ses adversaires. Dans le groupe C où il se trouve, se dressent 2 poids lourds qui s'y connaissent en la matière. Il s'agit du Cameroun, double vainqueur 2003-2019, et du Burkina Faso qui a déjà participé 6 fois et a remporté le titre en 2011. Le Soudan du Sud est disqualifié pour avoir plus de 3 joueurs non éligibles. Le groupe C se retrouve donc avec 3 nations. En ouverture ce samedi 29 avril, le pays hôte, l'Algérie, a battu la Somalie par 2-0. Alors toujours sur le continent, les demi-finalistes de la Ligue des champions de la CAF sont connus. Il s'agit du WAC du Maroc dans la Ligue d'Égypte, d'Espérance de Tunis et de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les quarts de finale retour de la Coupe CAF se jouent ce dimanche 30 avril. La 16e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. À Koulikoro, l'AS Real joue contre Yélé Olympique. À Samanyana, l'AS Police sera face à l'Union sportive du Cercle de Kita. Et à Bougouni, Afrique Football Elite défie 11 créateurs. Le choc au sommet de la 16e journée entre le Stade Malien de Bamako et l'AS Bakarian n'a pas connu de vainqueur. C'est un score nul et vierge qui a sanctionné cette rencontre. Les 2 autres matchs de ce samedi, Binga FC USFAS et COB US Bougouni ont été reportés pour absence d'arbitre. La Ligue régionale de football de Mopti aura bientôt son siège et c'est le président de la Fédération malienne de football qui a procédé à la pose de la première pierre de l'infrastructure ce samedi. Oui, le futur FIAS de la Ligue de football de la 5e région est basé au quartier Tombouctou-Koura de Sévaré. Il sera bâti sur une superficie de 1759 m² avec un coût d'exécution de 70 millions de francs CFA. Le nouveau siège de la Ligue de Mopti est un immeuble R+1 composé d'une terrasse exploitable, des bureaux, des toilettes, une grande salle, une salle d'attente et un parking de 10 places. La durée d'exécution des travaux est de 6 mois. La pose de la première pierre, vous l'avez dit, a été actée ce samedi 29 avril 2023 par le président de la Fédération malienne de football, Mamadou Touré, en compagnie du gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Tambélé. Escrime, la Fédération malienne d'escrime a tenu hier samedi au siège du CENOSM son assemblée générale extraordinaire pour faire la relecture des statuts et règlements intérieurs de la dite fédération. Oui, les travaux de cette assemblée générale extraordinaire étaient présidés par Mamadou Sidibé, représentant de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique et DNSEP, en présence du président du CENOSM, Abim Sissoko, de Abdoulouhab Zourmé, président de la Fédération malienne d'escrime, ainsi que plusieurs membres du bureau fédéral. Les délégués des ligues de Ségou, Sikasso, Koutiala et Bamako ont pris part aux travaux. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Famourou Djourté. Et c'est sur ces notes sportives que s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter, même si c'est dans des conditions assez particulières, avec à la mise en onde de Bintou Traoré, à la mise en ligne Cheikh Oumar Traoré, à la coordination éditoriale Bourama Traoré. Retrouvez dans quelques instants Fatou Djabi dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30 la grande édition du soir. Passez d'excellents moments de radio en notre compagnie.